La voiture est un bien de luxe en Afrique. Et je vais en choquer plus d'un en disant que ça doit demeurer un bien de luxe, c'est-à-dire réservé aux riches, aux gens qui ont beaucoup d'argent. Parce que je vois plus en plus de jeunes, pourtant censés être en phase d'évolution, de construction, mais s'offrir des voitures de gauche à droite, ce qui a tendance à normaliser la chose. Mais non, ce n'est pas normal. Si tu es jeune et que ton bien le plus cher c'est une voiture, alors tu as très mal démarré ta gestion financière, tu as très mal démarré ta vie financière. Parce qu'en plus d'être un passif, la voiture est un gouffre financier. Donc avant d'en acheter une, rassure-toi d'avoir déjà, en plus d'un revenu stable et conséquent, rassure-toi d'avoir déjà plusieurs actifs au compteur, que ce soit des terrains, ou alors des constructions, maisons ou immeubles, ou alors des business actifs, productifs et rentables. Certains vont s'offusquer du fait qu'il faille acheter une maison avant d'acheter une voiture. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on construise toute une maison avant d'acheter une simple petite voiture? Les amis, c'est en Europe qu'on commence par la voiture. En Afrique, le sens de réalisation, l'ordre de réalisation n'est pas le même. Et ça, il faut l'avoir bien ancré dans sa tête. Si on prend deux personnes, l'une basée en Afrique et l'autre basée en Europe, aux revenus quasiment équivalents relativement à leur pays, il y en a un qui a le droit de s'acheter une voiture et l'autre qui a l'interdiction de s'acheter une voiture. Normalement, ça devrait vous piquer un petit peu l'orgueil. On va en parler. Je vais faire une série de vidéos sur le sujet. Donc la présente, qui est la première, consistera à expliquer factuellement et techniquement la raison pour laquelle la voiture est un bien de luxe en Afrique. Allons-y. Bonjour à tous et bienvenue sur Legacy. Sur cette chaîne, on aborde tous les sujets dans le sens de se construire un héritage solide et durable. Donc si c'est une thématique qui t'intéresse, alors tu t'abonnes à la chaîne et tu nous rejoins dans le bateau. Je suis en train de construire un espace coworking à Douala au Cameroun. Donc si la mise en place d'un tel projet en Afrique t'intéresse, alors abonne-toi également parce que je publie des vidéos chaque semaine sur ce sujet. En Europe, pour revenir au sujet du jour, il faut compter environ 8 000 € pour s'offrir une bonne petite voiture d'occasion. Et si on prend la classe moyenne de France par exemple, elle tourne aux alentours de 2 000 € par mois. Donc si on décide d'allouer 20% de ce revenu mensuel à l'achat d'un véhicule, d'une voiture, soit environ 400 €, il faudra 20 mois à un Français, 20 mois d'épargne pour s'offrir un véhicule. En Afrique, pour faire la comparaison, il faut compter 4-5 millions pour avoir une bonne petite voiture d'occasion. Prenons 4 millions pour être péjoratif. Prenons 4 millions. Si on prend la classe moyenne d'un pays comme le Cameroun, par exemple, elle tourne aux alentours de 500 000 francs par mois. Et donc, si on alloue 20% de ce revenu mensuel à l'achat d'un véhicule, ça fera 100 000 francs d'épargne mensuelle. Et donc, pour atteindre les 4 millions nécessaires à l'achat d'un véhicule, il faudra, tenez-vous bien, 40 mois d'épargne au Camerounais, soit littéralement 2 fois plus que le français. Alors, si vous avez un sursaut d'orgueil, vous devriez vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que, à échelle sociale équivalente, le Français a le droit de s'offrir un véhicule et le Camerounais non. Pourquoi est-ce que ce Français-là peut s'acheter un véhicule 2 fois plus vite que moi? Et là, on ne parle pas de 1 mois, 2 mois, on parle de 40 mois à 20 mois. Donc, 20 mois supplémentaires, 1 an et demi. Je vous explique. Dans le cadre de mon projet au Cameroun, à savoir la construction d'un espace de coworking, je suis en train de rénover entièrement un local. Et chemin faisant, je me suis rendu compte d'une réalité frappante. C'est qu'à chacun des devis qui m'ont été faits par des artisans locaux, on avait environ 80% de matériel et 20% de main-d'œuvre pour l'artisan. Pourtant, en France, dans ce même type de devis-là, le ratio est d'environ 50-50. Donc, sur une enveloppe totale de travaux, on a 50% qui vont dans la poche de l'artisan français. Alors, d'un côté, on peut évoquer le coût élevé de certains matériels, notamment du fait de la faible industrialisation de nos pays. De l'autre côté, on peut aussi évoquer le fait que les artisans payent beaucoup d'impôts, beaucoup de charges en France. Mais même si on prend cela en compte, ça n'équilibre pas les ratios. La valeur de la main-d'œuvre est bien plus importante en Occident, du moins dans les pays principaux. Et cela est vrai pour les artisans, mais également pour les techniciens, les ingénieurs, les transporteurs, etc., etc. Donc, je prends cela et je l'applique à un cas plus général, plus répandu, plus connu, l'achat d'un véhicule. La voiture est un objet technique entièrement conçu
est fabriqué dans un écosystème économique bien défini, bien précis. Et si on décide d'étudier la structure de coût de ce véhicule-là, donc de décomposer son prix, on a environ 30% qui sont dédiés à la matière première brute. Et ces 30%, cette portion, elle est quasiment invariante, peu importe le pays, peu importe l'écosystème dont je parlais avant, dans lequel on se situe, parce qu'on parle justement là de matière première de base, métal, plastique, etc., qui est stable et régulé dans le marché international. Attention, je ne parle pas d'énergie, je parle bien de matière première de base. Donc, on a 30% du coût total de la voiture qui est invariant. Donc, on va le bloquer, on va le figer. Si on enlève 10% de ce coût-là qu'on décide d'allouer au bénéfice du constructeur, il restera 60%. Et tenez-vous bien, la totalité de ces 60% sont liés à l'écosystème du pays de production du véhicule. Coût de l'énergie, coût des ingénieurs R&D pour la recherche et développement, coût des usines de production, coût des centres de recherche, coût des techniciens pour la fabrication et l'assemblage, coût du marketing, coût de la logistique, coût des taxes, des impôts, etc. Tout ça est lié à l'environnement, à l'écosystème du pays de production. Donc lorsqu'on prend, parce que là c'est le nœud du problème, on se retrouve dans une configuration où on prend des coûts élevés d'Europe, d'Occident, pour les appliquer à des consommateurs africains, où le niveau économique est largement plus bas, ce qui veut dire que ces 60% dont on parlait plus tôt, avec une production en Afrique, auraient pu être optimisés à 30-40%. Les Africains ont donc 20 à 30% de la valeur d'un véhicule qu'ils payent, mais qui n'est adossé sur rien de concret, rien de palpable. Et l'une des caractéristiques justement d'un produit de luxe, c'est le prix élevé, mais qui ne reflète pas totalement le coût de production, mais également l'image associée au produit, caviar par exemple, ou alors l'image associée à la marque, Louis Vuitton, Gucci par exemple. Donc voilà pourquoi la voiture est un produit de luxe en Afrique. Après, il y a certains qui diront que les 30% ne représentent pas la valeur du luxe, mais plutôt le prix à payer pour le retard industriel de l'Afrique. Ce qui est une façon de voir qui n'est pas fausse dans l'absolu, mais moi je préfère la vision qui consiste à dire qu'il y a certains produits pour lesquels on ne doit pas payer pour ce retard. En ce qui concerne la santé, l'éducation, la ressource active, matérielle ou humaine, oui, on peut payer pour ce retard. Mais en ce qui concerne les biens de consommation passifs, non, on ne doit pas payer pour ce retard parce que ça contribue à freiner encore plus le développement de notre économie. Les Africains doivent limiter la consommation de produits étrangers, en particulier les produits occidentaux, parce qu'ils ne sont pas à l'avantage de notre système. À la place, il faut pratiquer de la substitution, du patriotisme économique afin de développer l'industrie locale. Et c'est comme ça qu'on évolue. Mais malheureusement, en Afrique, on a l'habitude de mettre la charrue avant les bœufs. Et ça se répète encore aujourd'hui, puisque l'Asie, qui a appliqué d'antan cette même méthodologie d'essai-erreur, on essaye, on échoue, on améliore, et couplé au patriotisme économique, s'est énormément développé au point d'offrir aujourd'hui à l'Afrique une nouvelle possibilité de sortir du joug de l'Occident. Mais plutôt que de saisir cette opportunité, plutôt que de profiter de la ressource matérielle et humaine que l'Asie nous vend aujourd'hui moins cher et de manière plus équilibrée en termes de partenariat, on préfère encore aller acheter le produit fini. Sauf que demain, quand l'Asie aura fini d'envahir le marché occidental et donc par ricochet envahir le marché mondial, ils vont totalement cesser avec cette politique du prix bas, du prix cassé. Ils vont désormais appliquer des prix élevés. C'est l'offre et la demande tout simplement. Et donc l'Afrique va revenir au point zéro. Pas d'industrie lourde et des biens et des services qu'on achète à des prix trop élevés. Et c'est là que vous allez voir le vrai visage des Asiatiques. Parce que lorsque le rapport de force est trop déséquilibré, il est très compliqué de rester humble, de rester cordial, de rester juste dans les affaires. Donc ce dont on se plaint aujourd'hui, les contrats léonins, etc., ça se reproduira dans quelques années si on n'attrape pas le train qui est en marche. Bon, c'était une petite digression pour revenir au sujet et pour sortir. Je ne suis pas en train de dire aux jeunes qu'ils n'ont pas le droit à une belle voiture. Non, pas du tout. C'est bien, c'est cool d'avoir une belle voiture. C'est très bien d'avoir une très belle voiture. Je leur dis juste que dans le contexte africain, avant de penser à s'offrir une belle voiture ou une voiture tout simplement, il y a des choses à mettre en place en amont pour pouvoir profiter pleinement et sereinement de cette voiture-là. Parce que si chacun de nous, individuellement, nous faisons des actions, des moves qui nous éloignent de la pauvreté, du besoin, alors cela améliore systématiquement, automatiquement
la qualité de vie dans le pays. Cela même en dehors des actions de l'État. Je prends le contre-exemple de ceux qui font 5, 6 enfants, 7 enfants, pourtant ils n'ont pas les moyens de s'en occuper. Ça, typiquement, ça contribue à la paupérisation des populations et ça nuit à la qualité de vie globale du système, global du pays. Donc j'ai ciblé comme ça la voiture, mais il en existe d'autres. C'est à vous, c'est votre mission d'identifier comme ça des points, des choses à faire ou à ne pas faire pour s'éloigner le plus possible du besoin. Là, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, je vous attends en commentaire pour vos avis sur le sujet et d'ici là, très bonne journée à vous, portez-vous bien, salut.